Merci beaucoup. Je reçois Pius Romain Roland, journaliste et analyste politique. D'ici quelques jours, il sera également juriste. Beaucoup de qualités que Pius Romain Roland porte. Ça nous fait énormément plaisir et surtout c'est pour les biens du corps scientifique de la République démocratique du Congo. Un juriste de plus, ça nous fera toujours du bien pour analyser les questions juridiques dans notre pays et les questions même judiciaires. Alors nous allons parler du Congo, de la République, tout ce qui se passe dans notre pays. La grande question reste celle de la situation actuelle du pays. C'est vrai, on en parle chaque jour, mais on constate que l'opinion également ne sera pas contre moi, que la situation ne marche pas, la situation n'évolue pas. Nous avons l'impression que nous sommes en train de reculer même, si pas de stagner. Nous allons parler de tout ça avec Pius Romain Roland. Mais la seule question que j'aimerais commencer avec Pius Romain Roland, si les pays aujourd'hui traversent quel moment de son histoire? Un moment glorieux, un moment de tristesse, un moment malheureux, ou bien quel qualificatif que nous pourrions donner à ces moments que la République traverse? Pius Romain Roland, c'est toujours un grand plaisir de te recevoir. Vous êtes demandé partout. Je ne sais pas quel est le secret. C'est parce que vous avez beaucoup de qualités. Vous portez beaucoup de casquettes scientifiques. Mais vous êtes apprécié par nombreux. Et les gens ne cessent de nous déranger pour vous recevoir, malgré vos multiples tâches et vos multiples occupations. Comment vous allez d'abord? Merci beaucoup. Je voudrais saluer tous les téléspectateurs qui nous suivent. Il est évidemment que ça fait un bout de temps, puisque j'avais deux grandes préoccupations majeures. Deux grandes préoccupations majeures. La première, elle était liée à la rédaction de mon mémoire. Je venais là de le voir avant le début de l'émission. À toutes mes félicitations. Hein. Ah, merci beaucoup. C'est pas facile. Hein. C'est pas facile de rédiger un travail de 74 pages. Et c'est ici le lieu de remercier mon directeur, Bob Banzelou Nogians, celui qui dirige mon mémoire. Et il a apporté des corrections. Et à partir de ces corrections, j'ai dû réduire le travail de 74 pages à 65 pages, hormis la biographie et le plan de cours. Oui, vous m'avez... Et la deuxième préoccupation était liée à mon état de santé. J'étais frappé par la grippe. Comme vous savez bien, Kinshasa est tellement dans un état piteux. Et lorsque je suis certains reportages où on parle que le pays le plus sale, c'est le Tchad, le deuxième, le Bangladesh, j'ai dit c'est faux. Et pour vous, c'est quoi? C'est la RDC. Non. Oui, la RDC. Il ne faut pas être si méchant comme ça, regarder son pays. Puis la RDC, très il faut mieux vendre l'image de son pays. On vend l'image qui est bonne. Mais où est l'image qui est bonne de ce pays? Laquelle? Vous ne constatez rien. Qu'est-ce que vous avez constaté de bon de ce pays? Surtout dans la capitale, tu es dans la capitale. Nous sommes sous générateur, non? À peine arrivé 2 minutes, et nous sommes sous générateur. Et alors que Inga est derrière ici, l'Éthiopie vient de construire son barrage à 5 milliards. Et nous avons des grands cours d'eau, nous avons... On n'a pas seulement que Inga. On a Zilo, on a Zongo, on a Mobaïmo, Katende, nous Sumba dans le Lualaba, Moulunguisha, tout ça. On a combien de barrages? Mais nous vivons dans l'obscurité. Et l'autre fois, je vous avais dit ici qu'avec le bétonnage de nos routes, nous allons vivre encore un autre phénomène, ce sera la chaleur. Vous ressentez ça? Exactement. C'est pas encore, ce n'est que le début. Ce n'est que le début. Nous aurons 40-45 degrés. 40-45 degrés. Vu aussi la pollution de l'environnement. Regardez le nombre de bouteilles. Les plastiques. Exactement. Vous sachez que les plastiques sont non biodégradables.
Mais puis, quand vous parlez, oui, c'est vrai, c'est une vérité. Mais la question qu'on se pose, avant de faire ces genres de travaux, on fait ce qu'on appelle l'étude d'impact environnemental. Mais comment on construit en béton sans pour autant savoir que dans quelques mois, dans quelques années, il fera beaucoup plus chaud parce qu'il y a non, du béton. On veut juste impressionner et puis faire le populisme. Ah, d'accord. Si, je vous ai dit l'autre donc c'est juste pour impressionner le peuple. On peut mettre l'asphalte. On peut mettre l'asphalte. À Abidjan, la couche de béton ici, c'est la couche d'asphalte là-bas. Il disait que non, c'est parce que l'asphalte ne dure pas. Non, ça dépend de la couche. Ah, d'accord. Oui, ça dépend de la couche. Si vous mettez 5 cm, ça va dire pourquoi. Mais si vous mettez une couche de 30 cm, imaginez-vous, vous mettez une couche de 30 cm. Ça va durer, non? Ouais. Et puis, il y a la nouvelle technologie. J'avais vu ça sur la route Matadi. Ouais. On creuse et puis on prend les moellons, on les met là-bas. Tu sais pourquoi on met les moellons? Pourquoi? Parce que le moellon a la capacité d'absorption d'eau. Ah, d'accord, d'accord, je vois. Ouais. Et le premier ennemi de l'asphalte, c'est l'eau. Ouais, ouais. Deuxième ennemi, c'est le feu. Ah, d'accord. Oui, regardez autant de véhicules qui ont été endommagés à l'époque par les militants de l'UDPS. Quand ils brûlaient les véhicules, la conséquence c'est que la route s'est dégradée. Oui. Ah, donc la conséquence directe, quand il y avait manifestation de l'opposition sous Kabila, l'effet de brûler. Ah, mais ça dégrade la route. Ça dégrade la Ah, d'accord, je vois. Je t'ai dit, premier ennemi de l'effet de brûler les pneus. Si, puisqu'il y a le goudron là. Ah, quand vous mettez le goudron. Ça c'est liquéfié. Oui, ça c'est liquéfié. Et la suite c'est quoi? Je comprends. Le caillage, ça envoie. Ah, d'accord, je vois. Ah, mais oui. L'UDPS est à la base de la dégradation de la route. On a l'ingala pour que tu vas comprendre. Parce que la plupart des bateaux basés à la base, va comprendre. Ceux qui devaient ça la marche. Parce qu'à l'époque, même au moment où bus à Transco, nous avons tout bus à Transco. Ils sont très contents. Ils ont Kabila. Or, Kabila Kenda, a tiré la mission Transco, Transco, tout bon mis sous. Dernièrement, puis se remettre là à l'objet. L'effet de brûler les pneus, le retour de pneus, Nanzela, Nezagi, barricade, Nzela, Botumbi, pneus, moto wana, ils ont mis ça goudron, et ça là que. Parce que ma banga est quand même en goudron. Si on a goudron, ma banga il y a asphalte, il y a macadam, il y a prince, ou bien un prince. Et Panzane, c'est des bébés. Et c'est les conséquences du coup de ça. Exactement. Il y a de l'eau qui vient et puis les véhicules passent, ça grandit le trou et puis la conséquence c'est que je vois. Et puis ils disent l'État, t'as la mission du à cause tu vois maintenant à travers nos critiques. Exactement. Nos critiques qui sont d'ailleurs. Je suis très heureux. C'est pourquoi je vous dis, moi j'ai toujours cet honneur de recevoir des gens qui maîtrisent, des gens qui ont de la matière et la science même infuse, parce que là, c'est vraiment, ça fait grandir même les téléspectateurs. Mais plus, la première des questions que j'aimerais vous poser, les pays traversent quel moment aujourd'hui? Parce que même le peuple ne comprend rien. Qu'est-ce qui se passe dans notre pays? C'est vrai, après plus de 60 ans d'indépendance, on pourrait penser que les choses devraient évoluer dans notre pays. Mais ce que nous sommes en train de vivre, c'est autre chose. Alors, vous étant un journaliste, historien du présent, avec tout ce que vous avez vécu, avec tout ce que vous avez fait comme études, ainsi de suite, les pays traversent quel moment? Merci, cher confrère. À l'entame, vous avez dit que bientôt je serai juriste. Ouais. On aura à résoudre des questions juridiques et judiciaires. Ouais. Peut-être beaucoup ont du mal à faire la différence entre ce qui est juridique et ce qui est judiciaire. Il faut établir que ce qui est juridique est tout ce qui est lié au droit et à la loi. Alors. Tout ce qui est judiciaire, c'est ce qui est lié au cours des tribunaux, aux juridictions. Ouais. Voilà.
Bon, à la question de savoir nous traversons quel moment de l'histoire de notre pays. Il faut toujours faire la comparaison. Ouais. L'étude comparative pourra vous permettre de cerner dans quel état où nous nous sommes. Allons-y. Il faut dire que depuis l'époque coloniale belge, il est vrai que la colonisation belge était cruelle, mais les gens étaient beaucoup plus civilisés. Comment ça? La colonisation était cruelle, mais les gens étaient beaucoup... Comment ça? Expliquez-vous un peu. La cruauté de la colonisation, c'est qu'ils ont appliqué le fouet. Le fouet. Il y a eu des morts. Ouais. Mais les gens ont été instruits. Ils savent différencier qui est un être humain et qui est un animal. D'accord. Qu'est-ce qui est le bien de l'État et qu'est-ce qui est le bien privé. Exactement. Les gens savaient faire ces différences. Et lorsqu'on quitte cette époque, quand j'englobe l'époque coloniale, je prends jusqu'à la Première République. Ouais, parce que la Première République était régentée par la loi fondamentale de l'État belge. Ouais. Jusqu'en 64, le 1er août 64, où nous avons eu à élaborer notre première constitution du Congo. Et après sa promulgation, quelques temps après, le colonel Mobutu a fait son coup d'État. Et tout a commencé à se dégrader à cette époque. Ah, quand Mobutu a fait le coup d'État, tout a commencé à se dégrader à cette époque. Là, ensemble avec les normes n'étaient plus respectées. Le tribalisme a pris corps. Le népotisme a pris corps. La dictature s'est assis. Et on a régenté le pays sous une main de fer. À ce que toute l'intelligence était renvoyée au second degré. Toute l'intelligence et qui primait était renvoyée au second degré. Et qu'est-ce qui primait à l'époque? Il y a eu la barbarie, parce qu'il y a eu massacre des étudiants de Lovanium en 69. Le rescapé de ce massacre, c'est Arthur Zaïdingo. Et l'homme qui a orchestré ce massacre, c'est Mobutu Etienne Tshisekedi. Il faut lire l'histoire. Oui, il faut répéter un peu. On répond. Si, le premier rescapé de ce massacre... Il y a eu massacre des étudiants à 69. À Lovanium. Le premier rescapé, parmi les rescapés, Arthur Zaïdingo. Des restes mémoire. Et les gens qui ont orchestré ce massacre, c'est Mobutu Etienne Tshisekedi. Ils l'ont fait comment? Puisque la colline inspirée, c'était le site du savoir. Toute contestation partait des étudiants, puisque c'était... Oui, je comprends. C'est le site du savoir. Alors, pour étouffer ces contestations, on a eu occasionné le massacre, on a eu à enrôler des étudiants au pouvoir, dans les forces armées. Ah, d'accord. Tu comprends? La tyrannie s'installe. Et lorsque la tyrannie s'installe, les gens ne raisonnent plus. Il y a eu peur. Ah, je vois. Tu comprends? Cette période a duré pendant 32 ans. Et au 17 mai, Mouzé vient libérer le pays. Et vous avez vu que tout se remettait en ordre. Les gens ont commencé à respecter l'État avec Mouzé. À l'époque de Mobutu, on s'asseyait même dans les coffres de la combi. Je ne sais pas si tu as Volkswagen. Oui, les gens s'asseyaient même dans le coffre. Le taxi devant, nous asseyons 3. Derrière 4, y compris même on pouvait transporter la 5e ou la 6e personne. C'était l'anarchie. Nous vivions dans l'anarchie. Mouzé est venu, il a réglementé les choses. Et ces choses sont restées telles que jusqu'à l'avènement de Joseph Kabila. Et le pays commençait maintenant l'émergence. Des programmes ont été élaborés pour l'émergence du pays. Et il y a des secteurs qui ont commencé à naître. Tous les secteurs-là qui avaient connu le pillage. On n'avait plus de banques ici. Là où se trouve la mer, c'était l'UZB.
là où se trouve la CENI, c'était la Banque du Peuple. Ici, en face ou en diagonale du gouvernorat, de l'hôtel de ville, c'était la Banque agricole transformée en nouvelle banque de Kinshasa. On n'en avait plus. Ouais. Mais avec Joseph Kabila, on commence maintenant à voir la renaissance de l'État, puisqu'on n'avait plus d'institutions démocratiques. Quand je te dis, il faut faire l'étude comparative. Ouais. À l'époque de Mobutu, il y avait le président de la République, les premiers commissaires d'État, les commissaires d'État, les bureaux politiques et les conseils législatifs qui n'étaient pas électifs. C'était la désignation, tu es membre de l'IMPR, c'est comme Étienne Tshisekedi. Il est de la province du Kassa oriental, mais il avait été élu à Lomami, dans le Cabinda. C'était un député de Cabinda. Alors qu'il n'a jamais été élu là-bas, puisqu'on l'a imposé là-bas. Il y avait cette absence de l'architecture institutionnelle. Mais avec Joseph Kabila, Donc, Joseph Kabila vient, il commence à mettre l'architecture institutionnelle. Le président de la République élu, le premier ministre issu de la majorité parlementaire, il y a eu 2 chambres issues des élections, il y a eu le cours des tribunaux, il y a eu l'arsenal juridique qu'on a mis en place en toute démocratie, et le pays commence à marcher sur le rail. Nonobstant la cruauté de l'opposition de l'époque, incarnée par l'UDPS. la cruauté. Oui, la cruauté, puisque c'était une opposition cruelle. Ce n'était pas une opposition républicaine. C'était une opposition cruelle, puisqu'il n'y avait aucune proposition. C'était dégage-toi, tu ne raisonnes pas comme eux, on te taxe d'ennemis, tu es rwandais, tu n'es pas congolais, on te donne un nom comme toi tu es... Ça continue jusqu'aujourd'hui quand tu ne penses pas tout a été conçu par leur chef. Qui? Étienne Tshisekedi. Oh. Si, c'est lui qui avait... Donc tout ce qu'on vit aujourd'hui, ça vient d'Étienne. C'est la conception d'Étienne Tshisekedi. Puisqu'on ne pouvait pas attaquer Joseph Kabila à travers sa gestion. La République venait de pillage, d'instabilité politique pendant 7 ans. Je parle du 24 avril 1990 jusqu'au 17 mai 1997. Pendant 7 ans, nous avons connu 2 pillages. 2 pillages. Nous avions connu le dédoublement des institutions. Nous avions 2 parlements, Mosengo avec son parlement, Anzulu Nimbembe avec son parlement. Nous avions 2 monnaies. Nous n'avions même pas une armée. Puisque ceux qui étaient au camp CETA, à chaque fois qu'on les envoyait contre la rébellion, ils entraient dans la rébellion. Et la seule armée qui était prise en considération, qui était choyée aux petits oignons, c'était la division spéciale présidentielle, avec la garde civile de Baramoto. Mais le reste, c'est la gendarmerie, tout. Il n'y avait plus d'armée. Donc, on n'avait pas un État. On avait tout simplement une tyrannie. L'État a vu les jours avec Joseph Kabila. Et ça, personne ne peut le contester, à moins que tu sois issu de la couche de Jupiter. L'État congolais, en toute logique, l'État congolais est né avec Joseph Kabila. Ah, d'accord. Et maintenant, là, après Joseph... Et après Joseph, il y a charcutement des institutions. Comment ça? Aujourd'hui, mais maintenant, nous sommes dans quelle période, dans quel état? Nous sommes dans une période qui n'a pas son nom. Et une période qui est semblable à celle du maréchal Mobutu. Oh. Puisque ceux qui règnent, ce sont les fils des Mobutistes. Donc ce que nous sommes en train de vivre, c'est pratiquement les mêmes chaos. Le même chaos avec ce que Mobutu avait commencé. Qu'est-ce que Mobutu a commencé? Mobutu a commencé par la terreur. Tous ceux qui lui disaient non ont été pendus ici, au stade des martyrs. Et j'aurais même appris que Mobutu les avait graciés, mais Étienne Tshisekedi avait refusé. Il avait justifié cela devant un journaliste blanc
où la vidéo existe jusqu'à présent. Donc, Mobutu, selon certaines sources, Mobutu ne voudrait même pas que ces gens soient pendus. Non, il ne voulait pas. Il les avait graciés. Ouais. C'est le ministre de l'Intérieur de l'époque, je pense, vice-ministre de la Justice à l'époque, qui avait refusé. Et parmi les conjurés de la Pentecôte, il y avait Kimba, il y avait Mahamba, Anania, et puis Jérôme, je pense, Tu vois un peu, les 4 conjurés de la Pentecôte. Et leurs progénitures sont ici. Hein. Leurs progénitures sont ici. Pourquoi on les avait pendus? Pourquoi? C'est pour ce qu'ils ont réclamé seulement la démocratie. Et j'aurais même appris, en lisant l'histoire, et celui qui les aurait accusés, c'était le colonel Ingil. Le colonel Ingil. Le père de Kovo Ingil. Oui, je vois. Je ne confirme pas, mais j'aurais appris par l'histoire que celui qui avait fomenté ces coups, c'était le colonel Ingil, avec les Nzimbi. Puisqu'ils ont réclamé la démocratie, il y avait un sénateur, il y avait un ministre, il y avait le premier ministre, et puis on les a pendus. La suite, c'était quoi? On a commencé à suivre le père d'Abeti Masikini. Et vous appelez souvent l'avenue Elengesa, non? Elengesa. Vous savez qu'il a existé. Japon même. Elengesa existe. Le père de Christophe Muzungu. Tu sais là où ils ont été pendus? Où? Et là où ils ont été enterrés, vivants. Où? À Mbujima et Bakon. Là, avec Étienne Tshisekedi comme... C'était pendant leur règne. C'était pendant leur règne. Et la même méthode qu'on applique avec la chasse à la sorcière, avec les procès bidons contre Joseph Kabila, c'est la même méthode. C'est pourquoi je te dis, quand tu m'as posé la question, ce pays se trouve dans quelle situation? Aujourd'hui, je me dis... c'est la même période que... C'est la même période avec... C'est comme les jumeaux. Mbouyi et Kabanga, Mobutu Mbouyi et les régimes de Kabanga. Juste Roland, il y a une déclaration, il y a tout un débat, bon je ne parlerai pas des débats, mais une révélation faite par les journalistes. Bon, il reste journaliste, c'est vrai qu'actuellement il est député, il fut député provincial, aujourd'hui c'est un politicien, Mike Mukeba, qui affirme que la réunion des Gorée était une réunion subversive. Et que, selon ces informations, en tant que journaliste, les services même étaient au courant de ça. Mais ils sont rentrés ici paisiblement. Ils ont même fait la restitution ici à Fatima sans être inquiétés. Comment vous réagissez face à la réaction aujourd'hui du pouvoir en place à l'égard de ceux qui sont partis à Nairobi par rapport à l'époque de Kabila? Est-ce Kabila, sous Kabila, il y avait du laxisme? Kabila, sous l'ère Kabila, les services ne maîtrisaient pas assez bien la notion de l'État, ou bien ce qui se passe aujourd'hui, c'est la dictature? Merci de la question, mon frère. J'ai assisté à cette plénière. Laquelle? Où Obem Minaku annonçait qu'il y a un groupe d'opposants, y compris certains députés, se sont rendus au Sénégal. Ouais. À l'île de Goma. Ouais. Ils ont été enseignés par Jean-Jacques Ouello, les jeunes frères de Serge Ouello. Ouais. Tu sais, c'est son jeune frère. Serge Ouello. J'apprends. C'est son jeune frère. Serge Ouello, et Serge Ouello, quand il est venu de l'Europe, quand il est venu ici, c'était pendant les consultations, les concertations au Palais du Peuple. C'est moi qui l'ai introduit chez Obem Minaku. Ah, d'accord. J'étais à cette plénière et à Gorée, il y a eu même un syllabus qui avait été distribué. Non, pas distribué, enseigné. Comment mettre en échec le pouvoir de Kabila par des méthodes cruelles, subversives.
Et qui était le parrain de cette rencontre? C'est qui? C'est le gars ici qu'on appelle Mo Ibrahim, ici c'est Mo Ibrahim. Mo Ibrahim. Et puis l'autre là, j'oublie encore son nom. Un blanc là. Ouais. Et qui était là? Félix Antoine Tshilombo était là. Franck Diongo était là. Jean-Claude Vouemba était là. Moïse Katumbi était là. Mike Mukeba était là. Jean-Claude Katende était là. Qui encore? Tchombela, si c'est Tchombela. Toute cette clique-là, ils étaient là. Mais après qu'ils aient fini, pas même fini, pendant qu'ils étaient au Sénégal, à l'île de Gorée, je pense qu'à l'EV, je dois avoir ce rapport. Si je cherche dans mes documents, je dois avoir ce rapport. Kalev va proposer une méthode de prise en charge de ses opposants dès qu'ils rentrent ici. Donc, vous affirmez que les services étaient au courant de ce qui s'est passé à Gorée. Je t'ai dit que moi j'étais à l'Assemblée nationale. Si le président... Il savait que les opposants après... Si, mais je t'ai dit j'étais à l'Assemblée nationale. Les images existent de la plénière. Je peux prendre mes confrères et consoeurs à témoin. Et si je regarde même dans mes carnets, j'ai noté, tu sais que moi, je noté pour faire des articles. Mais si le président de l'Assemblée nationale annonce du haut de la tribune que les opposants sont au Sénégal, à l'île de Gorée, ils n'ont pas été là pour un jour. Non, ils avaient fait, je pense, 10 jours ou une semaine. Parce qu'ils devraient être enseignés de la manière dont ils devraient mettre en mal le pouvoir de Joseph Kabila. Mais si le président de l'Assemblée nationale l'annonce, à plus forte raison, l'Agence nationale des renseignements, elle était informée, on a fait le rapport, comment le prendre en charge. C'est-à-dire les prendre en charge, c'est-à-dire? Non, il n'était pas question de les museler. Ah, d'accord. Non, c'est-à-dire contrer cette subversion. Ah, d'accord, je vois, je comprends. En détant la police avec les armes non létales, c'était cette prise en charge. Former la police pour contrer cette subversion. On n'a jamais retiré le passeport de qui que ce soit. Ils sont rentrés ici. Ils ont fait même la restitution. Ils ont fait la restitution ici, à Fatim. J'étais dehors à 100 mètres. Ils ont fait la restitution. Ils sont sortis. Tout cela sous-entend quoi? Mais est-ce que c'est parce que sous l'ère Kabila, les gens ne savaient pas assez sur l'État, l'autorité de l'État, et que les pouvoirs étaient sacrés? Qui t'a dit que l'autorité de l'État c'est la brimade? L'autorité de l'État c'est la gestion de la population. Un père de famille gère toutes les subtilités. Tu ne peux pas avoir tous les enfants qui raisonnent de la même manière. C'est ça être père de la famille. Mais qu'est-ce qui fait que Kabila a laissé passer ça? Kabila était un vrai démocrate. Ah non, bien sûr. Je te jure sur la tombe de tous mes ancêtres, y compris les martyrs de l'indépendance. Kabila, c'est un vrai démocrate. Mais on vous dira plus. Mais puisque l'opposition était reconnue dans la Constitution, et pourquoi devrait-elle la brimer? Sauf qu'il faut user de la stratégie, comment gérer cette opposition. Et c'est ça que Kabila a fait. Mais qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les opposants se rendent à Nairobi et à leur retour, c'est des interpellations de gauche à droite? Mais je t'ai dit que ceux qui gèrent la République sont les enfants des Mobutistes. Oh, des dictateurs, c'est vrai. Oui. Ils ont ça en eux. Tu veux que je te cite les noms des enfants de Mobutistes qui sont dans ce régime? Ils ont ça en eux. Ils sont nés dans la dictature. Ils ont vécu dans la dictature. Ils ont les gènes de la dictature. Or, quand tu prends la lignée de Joseph Kabila, ce sont les Lumumbistes. Qui est plus démocrate que Patrice Emery Lumumba? Qui est plus démocrate? Tu sais qui a été candidat président de la République? Challenger de Kassavou. Tu le connais? Qui? C'était Boulikango. Il était de l'Équateur, en Amongo comme qui? Et Patrice Emery Lumumba.
Mais au nom de l'unité nationale, il dit, si toi, tu es président de la République en Amongo, moi je suis premier ministre en Amongo, donc le pays est tribalisé. Il a pris ces députés qui ont les a mis derrière Kassavou. Et c'est cette lignée de Laurent Désiré Kabila et Joseph Kabila de la démocratie. Et pour preuve, son parti s'appelle Parti pour le peuple, pour la reconstruction et la démocratie. Alors, mais plus... Alors, si les opposants sont allés en Nairobi, est-ce qu'à Nairobi, il y avait une rencontre subversive? Non. Il n'y a pas eu une rencontre subversive. Il y a eu un groupe de gens que le régime en place a envoyé en exil en violation de l'article 30 de la Constitution. Puisque cette disposition interdit de renvoyer un Congolais en exil. Mais ce régime a envoyé des Congolais en exil. Mais est-ce que les régimes... Vous allez parler de la démocratie. Ils sont allés à Nairobi. Ouais. Mais même Nairobi là, c'est là où est né Kash. Ouais, effectivement. Et pourquoi Kabila n'a jamais dit qu'ils étaient des subversifs? Hein? Mais c'est là où est né Kash, non? Ouais. Vrai ou faux? Ouais. C'est à Nairobi où est né Kash. Mais quand je te dis que ces enfants ici, ils ont les gènes de la dictature. Eux préfèrent aller à Nairobi, faire naître un mouvement contre Joseph Kabila. Mais lorsque Joseph Kabila et d'autres Congolais se retrouvent à Nairobi, ils deviennent les ennemis de la République. De toi et moi, qui est maintenant dictateur, qui est démocrate? Là c'est vrai, hein, parce que je comprends pas. Sous Kabila, Félix Tshisekedi et Kamer se sont rendus à Nairobi pour créer Kash. Et après, en tout cas là, il n'y avait aucune suspicion, aucun soupçon que non, ça serait... Non, on n'a arrêté personne. Ils ont battu campagne. Ouais. On n'a arrêté personne. Et en plus, ravir quelqu'un le passeport, c'est contre la convention internationale. C'est contre la convention. Donc, tels qu'ils sont là, ces régimes ici, avec tous les descendants de Mobutistes, ils ne savent pas qu'est-ce que c'est l'âme. C'est pourquoi je t'ai dit, Joseph Kabila est venu donner l'âme de l'État congolais. Mais plus. Avec l'arsenal juridique, en respectant. Tu peux me dire qui des Congolais que Kabila a ravi le passeport? On doit essayer de vérifier. Mais je pose d'abord cette question plus. Comment vous réagissez quand certains pensent et disent que non, Kabila aujourd'hui représente un danger pour la République? Ce sont les écervelés. Oh, si. Mais ils sont libres sur base de leurs informations de constater que non, c'est monsieur... L'information, quand vous parlez de l'information, pour nous qui avons fait les communications sociales, l'information doit être vraie, véridique et objective. L'information, on ne peut pas créer une information. Oh, vous pensez que les données qui disposent le pouvoir auquel c'est créé? Quelles données? Ils ont quelles données? Les gens qui se contredisent du matin au soir, ils ont quelles données? Tu sais que depuis que Joseph Kabila est parti, il n'a jamais provoqué ce régime. Est-ce que vous êtes d'avis avec moi? Que c'est le régime qui provoque Joseph Kabila. Mais quand il sera en Goma, quand il fait un discours... Goma, c'est le territoire congolais. Mais qui est sous contrôle actuellement par des rebelles. Et quand il fait un discours, il encouragerait d'une certaine manière les gens qui ont pris Goma, les rebelles, et Kabila qui ne condamne pas visiblement Kagame, qui est l'agresseur. On constate que c'est... J'entends souvent ces mots ici, vous ne condamnez pas les Rwandais. Et c'est ce que le président dit, avant tout dialogue, les opposants doivent condamner le Rwanda. Ouais. N'a-t-il pas incité les militaires de tourner les armes contre le régime de Kabila? Tu n'as pas cette vidéo? Lui, le président, c'est pourquoi je me dis, si j'étais son conseiller, si j'étais le conseiller du chef de l'État, actuellement,
Avant toute prise de parole, je dois d'abord récupérer toutes les images du passé. Parce que ça me rattrape. Et c'est une honte pour la République. En tout cas, si moi j'étais conseiller en communication, tu sais pourquoi j'ai toujours refusé d'être conseiller en communication des hommes politiques? Pourquoi? À cause de cette ambivalence. Ah, d'accord. Un homme politique doit rester cohérent. Et c'est pourquoi je conseille même aux autres, notamment à ton chef Thierry Monsenepo. Notamment à Thierry Monsenepo, je le conseille. Je dis, il faut faire attention. J'ouvre une parenthèse. Il y a un ancien responsable katangais qui ne cessait d'insulter. Ah, d'accord. Qui ne cessait d'insulter Laurent Désiré Kabila quand il était dans le maquis ou dans la révolution. Il ne cessait jamais de l'insulter. Mais imagine-toi lorsque le régime de Mobutu est tombé. Le monsieur a été pris. On l'a mis dans de très bonnes conditions. Il mangeait, il buvait, mais il n'avait pas la liberté. Ouais. Et la suite, tu sais ce qu'on lui a donné? Tu vois. On lui a mis un écran avec toutes les images d'insultes. Bon, dis-moi devant cette réalité, tu vas faire. Moi et toi, nous sommes là. Est-ce que tu m'as déjà entendu insulter quelqu'un? Moi, j'analyse le fait. Et je le dis, si j'étais conseiller en communication du chef de l'État, avant toute prise de parole, je dois revisiter toutes mes vidéos lorsque j'étais dans l'opposition. Il m'a dit, express verbis, que les militaires devaient tourner les armes contre leurs dirigeants. Est-ce qu'aujourd'hui, moi, Pius, sur ce plateau, je peux dire au FRDC de tourner les armes contre les dirigeants et puis je sors à la minute. Voilà, quand je t'ai dit, c'est un régime de dictateurs, contrairement à Joseph Kabila qui a laissé passer ça. Est-ce qu'aujourd'hui, Fayoulou pouvait prêter serment, dire que je suis le président élu, et puis il a, bon peut-être comme ils se connaissent, ils sont membres du rassemblement, il peut laisser faire. Ouais, mais Chaban prête serment. Non, là ça ne passe pas. Comme Étienne Tshisekedi l'avait prêté. Là ça ne passe pas. Mais le frère Joseph Kabila a laissé passer. Pour te montrer les degrés de la sagesse d'un jeune homme de 29 ans. Face à l'idiotie. Ou à l'aime. Non, l'idiotie, ce n'est pas une injure. C'est quelqu'un qui n'a pas de sens de raisonnement. Mais c'est très des grandes personnes. Mais un jeune homme met la barre très haut. Mais de 29 ans. Et c'est cette sagesse-là qui anime Joseph Kabila jusqu'à aujourd'hui. Puis je termine par ce que tu m'as posé comme question. Joseph Kabila, j'ai entendu un autre responsable politique. Qui dit quoi? Que Joseph Kabila, c'est un produit périmé. Je me pose la question, ce n'est pas ce même monsieur qui hier, qui se disait constitutionnaliste, qui défendait mordicus la constitution, et aujourd'hui, il est parmi les concepteurs même de manger cette constitution. Là, vous nous coupez l'herbe sous les pieds, mais on commence tout doucement. Puis, il y a également un autre débat qui voit le jour au sein de la classe politique, de l'opposition congolaise. Est-ce aujourd'hui Kabila peut encore se prévaloir d'être le leader de l'opposition, d'être à la tête de l'opposition congolaise, lui qui a fait ces 2 mandats? Est-ce aujourd'hui Kabila a qualité? Qu'est-ce que les 2 mandats viennent faire? Qu'est-ce que les 2 mandats viennent faire? Selon certains opposants, Kabila a fait déjà ces 2 mandats. Certains opposants ou certains détracteurs? Non, certains opposants. Comme qui, par exemple, dans l'opposition? Non, je ne cite pas des noms, mais vous suivez les débats politiques ici au pays, vous savez très bien. Il y a certains opposants qui estiment que Kabila a fait ces 2 mandats et qu'il ne peut pas se prévaloir de la qualité des leaders de l'opposition aussi longtemps qu'il ne peut plus
se représenter comme candidat président de la République. Comment est-ce que vous analysez la question d'abord? Est-ce Kabila a qualité aujourd'hui d'être leader de l'opposition? Est-ce qu'être leader de l'opposition, nécessairement, il faut concourir aux élections? Est-ce qu'être leader de l'opposition, nécessairement, il faut concourir à l'élection? C'est vrai que c'est différent, c'est deux choses, mais... C'est deux choses différentes. Mais Kabila a de l'expérience. Pour avoir dirigé ce pays, il a de l'expérience. Et sa valeur réside du fait qu'il reconnaît certaines erreurs. Et avec la maturité politique, on aura un président de la République respecté et respectable à travers le monde. Qui ne dit jamais un mot le matin, qui se contredit le soir. Il est cohérent dans ce qu'il dit. Puisqu'on parle des deux mandats, c'est le socle même de mon mémoire. Et j'invite tous ces constitutionnalistes-là qu'ils viennent à ma défense. Je vais les humilier. La Constitution est claire, non? La Constitution est claire. Les mandats d'un président de la République est de 5 ans, renouvelable une seule fois. Une seule fois. Tu sais ce que la Constitution interdit? Moi, j'ai accédé aux travaux préparatoires de l'élaboration de la Constitution. Lorsque vous faites 2 mandats, ce qui est interdit, c'est le 3e consécutif. 1, 2, 3. C'est interdit. Mais lorsqu'il y a pause, c'est pas interdit. Puisque les gens font toujours l'amalgame entre l'incompatibilité et l'inéligibilité. Allons-y, l'incompatibilité et l'inéligibilité. La différence. Lorsque vous prenez l'article 108 de la Constitution, on vous dit que les députés nationaux et les sénateurs sont frappés d'incompatibilité. Joseph Kabila est sénateur ou non? Il est frappé par l'incompatibilité. Est-ce que celui qui est incompatible est inéligible ou il est éligible? Et à quel moment on constate l'incompatibilité? On constate l'incompatibilité après élection. Et c'est là où Albert Camus définit l'incompatibilité comme le cumul de 2 fonctions. On ne peut pas cumuler 2 fonctions. Et lorsque on est élu, je vous donne les cas. Il y a les domaines où l'incompatibilité demande ipso facto de démissionner. Allons-y. L'armée, tu ne peux pas être candidat tout en étant militaire ou policier. Là, il faut démissionner pour se prévaloir candidat. La magistrature, l'administration publique. On ne peut pas être magistrat, fonctionnaire, militaire, policier, tout en étant candidat. Là, on demande la démission. Et tu dois le prouver par l'acte. Mais lorsqu'on est sénateur, ou on est député, on concourt à l'élection provinciale et à l'élection nationale et à l'élection sénatoriale. Il y a des députés qui ont été élus sénateurs, députés nationaux, mais de ces 3-là, tu dois choisir. C'est là où réside l'incompatibilité. Tu dois choisir un mandat ou une fonction. Il y a ceux qui ont été députés qui se disent, bon, je suis sénateur, je vais à la chambre haute. Les 2 autres fonctions, mandats, il a remis à ces... C'est là l'incompatibilité. Est-ce que Joseph Kabila se trouve dans cette hypothèse? Selon l'article 108 de la Constitution, oui, il est sénateur. Il peut renoncer. Il peut faire un choix. C'est comme Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy avait renoncé. Nous avons le même régime que le régime français. Nicolas Sarkozy avait renoncé.
est-ce que tu sais qu'il a été candidat à la présidentielle? Non, il avait renoncé. Or, en France, un des droits membres du Conseil constitutionnel sont les anciens présidents de la République, mais Nicolas avait renoncé. Et pourtant, c'est un statut viagère. Mais on peut renoncer. Mais lorsqu'on parle de l'inéligibilité, en ouvrant l'article, en prenant la loi électorale, allons-y plus. Lorsque vous prenez la loi électorale, entre parenthèses, une question. Entre la Constitution et la loi électorale, lequel instrument juridique organise l'élection? Entre la Constitution et la loi électorale. C'est la loi électorale. Ok. Est-ce que dans la loi électorale, en prenant les critères d'éligibilité et d'inéligibilité, vous avez déjà vu un sénateur à vie et inéligible dans ces critères-là? Non. Puisque même il y a un principe juridique. Lorsque la loi spéciale s'invite, la loi générale disparaît. La loi générale, c'est la loi fondamentale qui est notre constitution. La loi spéciale qui organise en cette matière, c'est la loi électorale. Et lorsque vous prenez l'article 110 de la loi électorale qui donne les critères d'éligibilité et les critères d'inéligibilité, il n'y a pas un sénateur à vie dans les critères d'inéligibilité. Et donc, il est éligible et lorsqu'il sera éligible, il sera dans l'incompatibilité entre la fonction du président de la République et le sénateur à vie et il doit renoncer à l'une des fonctions. Mais plus, là, les temps nous fait un peu un défaut. Mais on prend très rapidement une question là que j'aimerais également voir. Là, nous essayons un peu, bon, ce n'est pas très poli l'expression, mais là, nous sommes en train de voir, de jauger, effectivement, que plus, dans peu de temps, il sera juriste. Et là, je sens de la matière, je sens la manière dont vous êtes en train de décortiquer le droit. Ça me fait plaisir. Mais comment expliquer, il y a également un débat, ce qui s'est passé, les braquages au niveau des victoires. On assiste là maintenant à deux procès, normalement. Les procès sur le braquage et les procès sur la violence de la femme. Maintenant, le peuple se pose la question, comment expliquer qu'on devait d'abord débuter par les procès du braquage, mais jusqu'à présent, il n'y a rien sur le braquage, mais on commence les procès concernant les actes de viol à l'égard de cette dame. Comment expliquer ça en droit? Bon, vous savez, c'est la question que tu as posée. Hein? C'est quel pays que nous avons? Ça ne s'explique pas. Bon, il est vrai que nous avions eu un débat dans notre groupe de travail avec les amis. Concernant d'abord la personne, la dame. La dame, oui. Les gens, j'entends les gens disent elle avait une arme en plastique. Un peu jouet. Le droit, ce n'est pas la mécanique. Oh, comment ça? Non, le droit n'est pas. Tu sais que ça, c'est une arme. Tu sais que c'est une arme. Ouais. Mais quand tu dis à quelqu'un ça, c'est une arme, il ne va pas croire. Alors explique ça aux gens qui nous suivent que c'est une arme. À première vue, c'est un contact. C'est le contact d'un véhicule. Ouais. Mais si je prends ce contact ici, je te creve l'œil. Et ça devient une arme. La dame s'est amenée avec un jouet en plastique. Elle est entrée en banque, puisque en droit, il y a l'intention. Nous sommes en droit pénal. Hein? Nous ne sommes pas en droit civil, nous sommes en droit pénal. La première des choses, c'est l'intention. Qu'est-ce que cette dame est allée faire à la banque? Elle est allée jouer ou elle est allée verser l'argent? C'est ça, deux questions très importantes. Elle n'est pas allée jouer, elle n'est pas allée verser l'argent. Elle est allée intimider les gens qui sont là. Et cette arme-là en plastique, au pénal, c'est une arme. Puisque cette arme a traumatisé les gens. Exactement. A paralysé la banque. Elle a pris l'argent, elle ne savait plus sortir.
Ouais. L'intention, c'était quoi? Il y a eu vol. C'est ça, le pénal. Il y a eu vol. Tout ce que les autres disent, ils se masturbent le cerveau. Un juriste ne raisonne pas comme un mécanicien. Un juriste ne raisonne pas comme un politique. Quelle a été l'intention de cette... L'élément matériel, c'était quoi? Elle a utilisé quel élément matériel? Et à supposer, au comptoir là, quand elle a brandi l'arme, il y avait un vieux de 70 ans. Elle fait une crise, elle meurt. Comment vous allez justifier cela? Et ce joueur a troublé l'ordre public d'ailleurs. Ça, c'est le premier élément. La dame, elle est condamnable. Il y a eu vol avec aggravation. Vol avec aggravation. Si. Là, c'est... Il y a eu vol avec aggravation. Elle doit être punie sévèrement. Mais comment vous que jusqu'à présent... Ça, c'est un. De deux. On va assister même... Elle n'est pas congolaise. Qu'est-ce qu'elle est venue faire chez nous? C'est ça la question. Qui lui a donné les visas? Parce que même dans l'hôtel où on est allé perquisitionner, quels sont les éléments qu'on a trouvés là-bas? Drogue. Donc il y avait déjà l'intention de nuire. Donc c'était préparé. C'était prémédité. Prémédité, préparé. On entre maintenant chez les militaires. J'ai une vidéo ici où je suis en train chaque jour de voir comment la police burkinabé régente la circulation. J'ai les larmes aux yeux. Pourquoi? Ça ne se fait jamais ici chez nous. Ici chez nous, on arrête. Le contact ici a déjà été récupéré. Il n'y a pas la prévention. Il n'y a que la violence. Il n'y a que la violence. Or, la police, c'est la prévention. Monsieur, prochainement, quand vous roulez comme ça, il ne faut pas mettre les clignotants comme... Non, ici, dès que vous avez une erreur de clignotant, ils sont devant ton véhicule et sur les capots même. Exactement. C'est la question que vous m'avez posée. Nous sommes dans quel pays? La barbarie. C'est une femme. Bien que le procès n'avait pas encore eu lieu, elle est présumée innocente. Il fallait la récupérer jusqu'à l'inculper au dernier jugement. Lorsque la sentence est prononcée, c'est à ce moment-là qu'on la reconnaît qu'elle est inculpée, qu'elle est fautive. Mais vous prenez une dame, elle était habillée, vous la déshabillez, vous la jetez comme un animal dans la Jeep et vous commencez à filmer. Avec quelle intention? Tout repose sur l'intention. C'est ça le droit pénal. Qu'est-ce que tu as mis dans la tête pour arriver à cet objectif? C'est ça la Le policier a dit, il a pris ses vidéos, et a envoyé son chef hiérarchique. Et son chef lui a fait pression. Vous avez compris le degré de l'immoralité dans ceux qui sont censés protéger la République, le territoire national, et ceux qui sont censés protéger le bien et la population. Mais ils disent que c'est des policiers laissés par Kabila, des policiers recrutés par Kabila. Est-ce que Kabila est né avec les policiers? Dans ce pays-ci, il n'y a jamais eu de militaires. C'est Kabila qui a commencé la République avec les militaires. Didier Toumba n'a jamais été de l'AFDEL. C'est parmi les militaires formés par le régime de Mobutu. Mais il s'est distingué par la probité morale. Est-ce que c'est lui qu'on vient de nommer à Ouvira? C'est un ancien du RCD, non? Mais c'est l'une des pinces qui crie toujours à l'infiltration, mixage, brassage. Mais ils prennent toujours les mixer, les brassages, ils les mettent de l'autre côté. C'est pourquoi je t'ai dit, si moi j'étais son conseiller en communication, avant la sortie médiatique, je revisite toutes mes vidéos. Pour que je ne sois pas ridicule comme je le suis ici. Mais Pius, c'est vrai qu'il y a autant de questions. Mais est-ce l'opinion doit s'attendre à ces procès du braquage ou bien ça devient déjà dans les oubliettes?
est-ce qu'il y a déjà un procès qui a abouti ici, en dehors du procès de la honte contre Joseph Kabila? En dehors de ce procès de la honte, où les avocats ont cherché à prendre 2 millions de la République, et pour un procès qui n'a pas respecté... Tu sais mon travail ici, j'irai avec ça en master. Et le 3e chapitre va s'appesantir sur les aspects pénaux du sénateur à vie. Il y a une procédure à respecter. Ce n'est pas un individu comme vous et moi. C'est un sujet de droit. Ceux qui ont fait les relations internationales vont vous dire qu'il y a des personnes qui sont sujets de droit. Il y a des organisations qui sont sujets de droit. Alors, plus mais regardez aujourd'hui là, comment nous vivons. On continue. En dehors de ces braquages ici, c'est inhérent. Ouais. Il y a un autre braquage. J'ai appris même aujourd'hui le matin, il y a un autre braquage au niveau de ces. Ouais. Mais qui le font? C'est toujours les militaires, ou soit les assimilés aux militaires. Mais qu'est-ce qui se passe exactement plus? Cette insécurité. Aujourd'hui, la population est vraiment dans la peur totale, dans l'inquiétude. On ne sait pas comment... Puisque le régime en place n'arrive pas à sécuriser la population. Il est dans le baliverne. Regardez l'amalgame. On nous injecte 50 millions sur le marché pour absorber les dollars. Et entre-temps, on va dans l'adjudication pour chercher 50 millions. Est-ce que vous pouvez m'expliquer ça? Non, c'est 500 millions. Hein? C'est 500 millions au niveau des institutions de Bretton Woods. Quel est cet homme sérieux qui peut emprunter à l'État congolais 500 millions? Ce régime, pour te montrer combien ce régime est sanguinaire et cruel, leur père ont laissé la République avec 14 milliards de dettes. C'est le Rwandais Joseph Kabila. C'est le Rwandais Joseph Kabila qui n'est pas le fils de Mouzé Laurent Désiré Kabila et de Sifa Mani, qui a payé la dette des parents de ceux qui sont au pouvoir. Il part zéro dette. D'abord, son père n'a jamais contracté une dette. Il part zéro dette. Il revient. Tu connais la dette que nous avons maintenant? C'est entre 15 et 16 milliards. D'ici moins d'une année, ils vont partir. Puisqu'ils doivent organiser les élections 30 jours avant la fin du mandat. Ils vont partir. Qui va payer cet argent? Mais ils ont contracté au nom de l'État congolais, non? Pas au nom de... Donc c'est l'État qui doit payer. L'État... Et cet argent servit à la République? Cet argent servit à quoi? La République. Comme quoi? Dis-moi comme quoi? La guerre, par exemple. La guerre, il y a tout l'argent qui... Aujourd'hui, vous acceptez qu'il y a guerre? Jules Alinguet, quand il était parti aux États-Unis, il a dit qu'il n'y a jamais guerre. Est-ce que vous avez ouvert la Constitution? Le chef de l'État a-t-il saisi les 2 chambres pour déclarer la guerre? De quoi nous sommes? Mais plus. Donc, dis-moi, nous sommes où? Puisque lui-même a reconnu qu'une seule balle, pas deux, une, j'ai réuni les 2 chambres, qu'on me donne l'autorisation pour déclarer la guerre. Vous nous dites que nous sommes en guerre. Où est-ce que vous avez déclaré cette guerre? Vous êtes en guerre contre qui? Vous êtes en guerre contre qui? Mais plus. Non, réponds-moi d'abord. Nous sommes en guerre contre qui? Ça va vous poser des questions. Plus, je veux avoir, avant de finir en tout cas, je veux avoir votre... Quand on parle de la guerre, c'est entre 2 nations, ou 3 ou 4 nations. Plus, je veux avoir votre lecture. Actuellement, comment est-ce que la communauté internationale voit la RDC par rapport à l'évolution de ces 2 accords de paix? Je prends l'accord de Doha et de Washington. Vous sentez que la communauté internationale reste toujours impliquée dans la question du Congo, ou bien la communauté internationale serait en train de se retirer petit à petit, parce qu'on sent que ça n'avance plus vraiment comme avant? Bon, au sujet de ces 2 accords, l'œil aujourd'hui de la communauté internationale est comment?
Nous sommes ridicules, en fait. Nous sommes humiliés. Si, nous sommes ridicules, nous sommes humiliés. Mais comment vous voyez toujours noir dans... Ce n'est pas moi qui vois noir, ce sont les dirigeants qui nous offrent cette recette. Allons-y. Je ne parlerai jamais avec Kagame, si ce n'est au ciel. Luanda, Doha, Washington. Mais à Washington, on est allé hypothéquer nos minéraux pour conserver le pouvoir contre celui qu'on a reçu et qu'on a acclamé au stade des martyrs. Alors que nous, à l'époque, nous nous sommes acharnés. N'allez pas aller assez. N'allez pas voir ces messieurs. Vincent Karega était ici. On nous a gazés. Ouais. Qu'est-ce qu'on a dit? Partenaire nécessaire et fiable. Les frères. Et frères. Washington récupère Doha entre deux États. Tu comprends? Ouais. Entre deux États. Washington récupère Doha pour concilier les deux États. Ouais. Dont l'un dit menacer à l'autre. À partir de Goma, on va lancer. À Kola, on a été. Le chef de l'État ne peut pas. Ça, c'est un langage d'un opposant. Un homme d'État ne peut pas dire ça. Oh. Puisqu'il y a des implications diplomatiques. C'était une erreur fatale. Le Rwanda n'a pas pris cette menace à la légère. Vous ne connaissez pas les Tutsis. Le Rwanda n'a pas pris cette menace à la légère. Vous n'avez pas entendu la réponse de Kagame? Non. Iketrunk. C'est cette réponse-là. Mais... Donc, Washington le récupère. Bon, c'est le business. C'est pendant la guerre que beaucoup se font l'argent. Et d'ailleurs, Donald Trump s'est targué la poitrine qu'il a mis fin à la guerre. Au Congo. Vous avez compris que même auprès de la personne où vous êtes allé vous plaindre, elle ne connaît même pas la République démocratique du Congo. Et on est allé nous prendre un boxeur qui se dit même qu'il est congolais d'origine. Alors les Congolais, on les refuse de dialoguer. Et bientôt, on va lui donner le passeport diplomatique. Comme on a donné à Jean-Claude Van Damme. Et puis, on prend Doha. On va finir, ouais. Doha, on vous dit, c'est le problème interne. Et le problème interne, ce n'est pas Kagame. Le problème interne, c'est avec nous autres, les frustrés, les muselés, les insultés. C'est nous autres, nous Congolais. Asseyons-nous pour parler ce qui ne va pas dans notre pays. On refuse. On peut même de dire, à moins qu'on me tue pour accepter le dialogue. C'est pourquoi certaines déclarations ne sont pas bonnes à faire. Tu refuses le dialogue, alors que quand on revisite leurs propos d'hier, c'est toujours dialogue, c'est toujours dialogue. Et Kabila les a offert, ces dialogues. Et aujourd'hui, vous refusez les dialogues. Il y a des options. Allons-y. Il y a une opposition armée, soit vous vous engagez dans la voie de la... Non, pas l'opposition armée, des rebelles. Est-ce que c'est moi qui ai dit que c'est l'opposition qui est armée, ou c'est Chilombo qui a dit? Ou peut-être... Moi, je n'ai jamais été amnésique. Hein? J'ai la capacité de rétention. Je n'ai jamais été amnésique. Il a dit il y a l'opposition armée qui me fait la guerre. C'est ça qu'il a dit. Bon, s'il dit il y a la rébellion, c'est quoi? La rébellion, c'est une opposition. Mais plus, à l'allure où on voit les choses, si... est-ce sur base des données, je ne dirais pas scientifiques, politiques, est-ce si la situation, est-ce d'abord la situation étant journaliste, la façon dont vous voyez les données politiques, la donne ainsi de suite, est-ce que la situation pourrait évoluer en faveur de la RDC d'ici 2028?
Non, la situation est en train de se dégrader. Oh. Si. La situation économique ici crée des frustrations. Vous savez, quand le social n'est pas maîtrisé, c'est là où vient le grogne. Oh. Mais si. Regardez. Donc, la grogne sociale ici. Si, peut engendrer des choses. Je vous donne l'exemple. À l'époque, je le disais ici, je suis incapable, à l'heure actuelle, avec les dollars qui étaient à 28,50, donner 20 dollars chaque jour pour nourrir la famille. C'est un parcours de combattant. Ouais. Avec les 20 dollars d'hier, ou 10 dollars d'hier, qui valaient 28 500, j'avais combien de litres? 10 litres, voiture. Aujourd'hui, le dollar, on ne connaît pas les taux. Ouais. Tantôt 17, 18, 19, 5. C'est 22. C'est-à-dire, nous revenons encore à l'époque de Hugo Tanzambi. Tu t'es levé le matin, avant de changer la monnaie, tu appelles le château. Et le taux, c'est combien là-bas? On te dit c'est autant. Tu prends le véhicule, avant d'arriver sur Hillary, on t'appelle, on dit non, non, c'est changé. Tu arrives ici, on te dit 21, de notre côté 22, dans le supermarché c'est 23. Tu vois cette disparité-là. Et tu poses la question si nous sommes dans quel état. Merci. Et avec les 10 dollars aujourd'hui, j'ai combien de litres? 7. Il faut ajouter encore de l'argent. J'ai perdu combien? Énorme. En tout cas, ça fait tellement... Je prends le cas de mon institution universitaire. À l'époque, pour s'enrôler à la session, on paye 20 dollars. Aujourd'hui, pour s'enrôler, tu payes 20 dollars, tu ajoutes 4 000. J'ai dit des faits, allez à l'ULK les vérifier. Donc, je paye 20 dollars, tu payes 20 dollars, on te dit, tu ajoutes 4 000. Est-ce qu'on a aidé les Congolais? La réalité, c'est laquelle? Nous sommes appauvris davantage. Ils avaient tellement de francs dans leur maison. Qui? Les gens du régime. Ils avaient tellement de francs. Ils avaient de l'argent dans leur maison. Ouais. Ils ont versé ça pour avoir les dollars. Je mets mes mains à couper. Avant décembre, vous verrez le taux ici, ça sera 35. C'est une décision administrative. Ça n'a rien à voir avec la production économique. La valeur de la monnaie est assise sur la production. Nous produisons quoi? Merci beaucoup, plus. Pour preuve, il y a une adjudication de 500 millions. Oui. Nous produisons quoi? On a éjecté la monnaie de la même manière qu'on a fait en 91, 92, 93. La conséquence c'était quoi? C'était le pillage. Lorsqu'il y a eu grogne, nous mangeons à tour de rôle et nous tendons vers cette étape. Toi tu manges aujourd'hui, moi je mange demain, l'autre mange après-demain et nous tendons à ça. Les Congolais traversent une situation très difficile. Hein. Les mots qu'on doit attribuer actuellement à cet état des choses, il faut simplement demander à Dieu de nous définir. Merci beaucoup. Parce que c'est difficile, même à l'époque de Mobutu. On n'a pas vécu ça. Merci beaucoup. Regardez l'état des routes. Ils ouvrent des routes et même là où il y a stagnation d'eau, ils n'arrivent pas à rembler pour permettre à ce qu'il y ait passage ou accès. Moi, par exemple, je donne mon cas, hein, mais le cas est généralisé. Oui. Pour quitter chez moi, je dois contourner. Alors que je suis ici. Vous savez combien de litres je perds? Je vois, je comprends. Donc tu fais poids lourd. Merci beaucoup. Je suis parti de chez moi, ici à Barumbu. Toi, tu es à Kinshasa, non? Ouais. Ici à Barumbu. 0 mètres, normalement. J'ai fait 1h30. Merci beaucoup, Pucho. C'en est fini pour aujourd'hui. On va se rattraper prochainement. C'est toujours un plaisir d'avoir Pucho Roland et d'échanger sur le Congo. Je vous dirais vrai, en tout cas, la situation est cruelle et très difficile. Hier, j'ai assisté à un accident, croisement
triomphal Sayo. Pratiquement un gros véhicule là, des pains victoire. N'a pas. Avec des bacs de pain à l'intérieur. Ce gros véhicule percute un véhicule IST, juste au croisement là, Sayo triomphal. Mais je vous dis la manière. J'imagine comment on a ramassé ce véhicule a été pillé par des jeunes et des mamans et même des policiers. Et encore un autre fait. Tu sais qu'à l'époque de Joseph Kabila, on n'a jamais connu de pièges. Tu sais ça? Non, là j'ai vu. Dis-moi à quel moment il y a eu piège à l'époque de Joseph. Mais la situation est très catastrophique. Mais à l'époque du maréchal Mobutu, on a connu de pièges. Est-ce que tu sais que pendant ce régime, on a connu le piège? Orchestré par le membre de l'UDPS. Lors des... je vois. Et tu connais ceux qui ont orchestré ces pièges? Tu le connais, non? Les vidéos existent. Allons à l'ambassade là-bas pillé. Merci beaucoup. Voilà, ça en est fini pour aujourd'hui. Donc, chers dirigeants, ce que nous sommes en train de parler, c'est tellement très sérieux. La situation est tellement... Ils n'ont pas si mal. Les jeunes, donc, on a espoir, on a secours, morté. Donc, c'est la carte. Le gars va voir les bords, soit on a occasion, va sauter. Je voulais dire une chose, puisqu'il y a très rapidement, qui m'a envoyé une vidéo qui dit, voilà, on a construit l'université à Mbujimaï. Tu sais, moi je suis très content du fait qu'on a construit cette université. Oh, pourquoi? Ah, moi je te dis, je suis très content. Pourquoi? Fatih, félicitations pour avoir construit cette université. Mais tous les motocyclistes ici peuvent rentrer là-bas, étudier, s'instruire, non? C'est beaucoup plus facile. Mais est-ce que on pourrait s'attendre au retour des Kabyles à Kinshasa? Selon certaines informations, il pourrait rentrer au pays et qu'il n'est pas en exil, selon certaines choses. Kabila n'a jamais été en exil. Kabila a été forcé d'être en exil et on a provoqué Joseph Kabila par une condamnation unique. On pourrait s'attendre à son retour ici, à Kinshasa. Non. Comme nous sommes dans une tyrannie, dans une dictature, je pense qu'il doit préserver sa vie. Les Congolais ont besoin de lui vivant. En tout cas, les Congolais ont besoin de Joseph Kabila vivant. Ah, d'accord. Son expérience, comme je le dis, va porter un plus. Nous sommes au deuxième et dernier mandat de Félix Antoine Tshilombo. Il ne sera pas éternel. Il sera un autre sénateur à vie. Merci beaucoup, Et mon travail, il va bénéficier de mon travail, puisque s'il garde encore la lucidité, la force physique, après celui qui viendra, comme il rapporte, il peut aussi se représenter. Merci beaucoup. Ça n'est fini pour... Mais les Congolais ont besoin de Joseph Kabila, vivant, et il est à Goma. Goma, c'est un territoire congolais. Il y a les francs congolais qui se consomment. L'hymne national est retenti à Goma. Et pour moi, je ne vois pas une carte où on me dit la République démocratique du Congo n'est plus 2 345,410 km. On se retrouve très prochainement. Je suis Gami Clégon. Que les dieux de toutes les inspirations continuent de nous inspirer et de vous inspirer également. Au revoir et à très bientôt.